Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Et ce sera pas un épisode toute seule parce que ça fait longtemps que j'avais envie d'introduire plus d'interviews, plus d'échanges avec d'autres personnes sur le podcast pour éviter de tout le temps parler toute seule et puis aussi parce que je suis convaincue que plein de personnes peuvent venir apporter vraiment de la plus-value au podcast et dans vos réflexions personnelles, etc., etc. Et vous verrez avec le temps que je vais regrouper ces échanges sous quelques grandes thématiques. Et on démarre aujourd'hui avec la série intitulée Les Belles Initiatives. En fait, c'est une série d'interviews où je donne la parole à celles et ceux qui ont osé créer un projet porteur de sens. Et à travers leur parcours, leurs défis et leurs inspirations, vous découvrirez des initiatives qui invitent à voir et surtout à vivre le monde autrement et qui, chacune à leur manière, apportent un souffle positif. En mars dernier, à l'occasion du podcaston, je vous parlais de l'association Zéro Déchet France et j'étais seule au micro, faute d'avoir pu recevoir un ou une invitée à temps. Puis Morgane, que j'avais contactée, m'a répondu quelques semaines après. Et il était évident pour moi que je n'allais pas refuser l'interview sous prétexte que le podcaston était passé. Donc on s'est retrouvés en juin dernier pour enregistrer l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui. Et ça a vraiment été un plaisir d'échanger avec elle sur le zéro déchet et d'entendre son point de vue depuis l'intérieur de l'association. Avant de vous laisser avec l'épisode, je vous fais quelques précisions un petit peu plus techniques, on va dire. C'est la première fois que j'utilisais mes micro-cravates pour faire les interviews, parce que là, j'ai fait l'interview en présentiel. Et je pense que j'ai encore quelques petits réglages à effectuer et quelques petites choses à comprendre concernant les micros, parce qu'il y avait une différence importante de volume entre la voix de Morgane et la mienne. On m'entendait beaucoup plus que Morgane sur l'enregistrement brut. Donc j'ai fait tout mon possible pour rattraper tout ça au montage et j'espère sincèrement de tout mon cœur, je croise les doigts. Enfin, j'ai déjà écouté, mais on va dire que au niveau des écouteurs, j'espère que pour vous, le rendu sera tout de même agréable à écouter. Et une dernière petite chose, interviewer une personne que je connais pas est quelque chose de nouveau pour moi parce que la seule personne qui est déjà venue sur le podcast, c'est mon mari. C'est pas pareil. Donc vous verrez qu'au départ, je suis plutôt intimidée par l'exercice, mais qu'au fil de l'échange, tout devient beaucoup plus détendu. Et puis de toute façon, c'est à force de pratique, comme d'habitude, qu'après on prend ses aises et que ça devient beaucoup plus fluide. Voilà. Merci pour votre indulgence, merci d'avance pour votre bienveillance. Et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Morgane, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le podcast. Merci à toi de nous avoir invités. Donc toi, tu es présidente de l'association Zéro Déchet du Havre dans le 76. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le mouvement Zéro Waste, donc Zéro Déchet, et comment il s'applique au Havre? Alors, le mouvement Zéro Waste, donc nous on fait partie de Zéro Waste France avec un objectif clair, qui est de réduire les déchets à la source et de promouvoir un mode de vie plus responsable au service du territoire et de ses habitants. Le mouvement, du coup, Zéro Waste, c'est plus un mouvement qui vise à réduire, réutiliser et recycler dans cet ordre. Il ne s'agit pas forcément de mieux trier, mais surtout de moins produire de déchets en amont. Concrètement, ça veut dire qu'il faut repenser nos modes de consommation, encourager la population avec le vrac, la seconde main, la réparation et tout ça. D'accord. Et quelles sont les valeurs et la mission de votre association? Donc les valeurs, ça va être tout ce qui va être d'animer la sobriété, la solidarité et la justice écologique. Donc c'est de sensibiliser le grand public et accompagner les citoyens, les collectivités, les entreprises dans une transition plus vers un modèle circulaire et soutenable. Et quels sont les principaux projets que vous menez au Havre? Notamment, par exemple, on va commencer par au niveau des habitants et de leur quotidien. Et après, si tu veux, on pourra parler aussi au niveau du territoire. Donc, s'il y a de la sensibilisation, des ateliers, des actions locales, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des principaux projets?
Donc, pour les habitants, on organise des ateliers zéro déchet à travers la fabrication de produits ménagers et de cosmétiques maison. Donc, par exemple, ce week-end, on devait faire un atelier. Malheureusement, il a été annulé, mais ça va être du coup la fabrication de produits ménagers, donc de la lessive avec du savon de Marseille. On va également organiser des conférences et des ciné-débats sur la consommation responsable, l'animation dans les écoles pour sensibiliser dès le plus jeune âge, et des groupes d'entraide pour échanger sur des astuces, objets et idées. Pour le territoire, on va plus participer à des événements locaux, tout ce qui va être marché, festival. On va également mener des actions avec les collectivités locales pour faire évoluer les politiques publiques, en faisant des plaidoyers pour plus de composteurs, de quartier ou la réduction des emballages jetables. Et on va collaborer avec des commerçants pour encourager le vrac et le zéro plastique. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit que c'est très complet et que c'est pas, que vous mêlez vraiment des actions aussi bien pour les particuliers et les entreprises. Et est-ce que tu as des exemples concrets d'initiatives qui ont eu un impact positif, un ou des exemples? Alors par exemple, notre campagne Commerçants engagés a permis de labelliser plusieurs commerces au Havre qui acceptent des contenants réutilisables des clients. Donc le résultat, c'est que des centaines d'emballages évités par mois et une vraie dynamique de quartier. Donc on les retrouve grâce à leur autocollant collé sur la porte avec l'autorisation de ramener son contenant recyclé. Moi, je t'avoue que je suis un peu jalouse de ça parce que j'aimerais bien que ça soit étendu à beaucoup plus de commerces et tout ça. Après, je sais que ça se développe et qu'on voit quand même de plus en plus de magasins qui proposent par rapport à, si on regarde un petit peu à des années en arrière et tout ça. Donc, mais bon, c'est déjà bien de savoir que ça existe et que ça se développe même à l'échelle locale et tout ça. Et puis d'encourager les gens aussi à se renseigner auprès de chez eux, savoir s'ils peuvent. C'est en train de s'implanter. Là, déjà, sur Goderville, on a la boulangerie Saveurs et Traditions qui a son autocollant sur la porte. Donc on arrive, on s'étale un peu plus sur le territoire, mais il faut que ça prenne du temps, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose que il y a aussi au niveau national? Oui, ça, c'est en fait toutes les actions qui sont menées à échelle locale sont menées d'abord à échelle nationale. C'est eux qui créaient les campagnes. Là, la dernière campagne en vigueur, c'est tout ce qui va être sur le biodéchet. Pareil, on va coller des autocollants pour faire prendre conscience au public qu'il y a des enjeux à travers ça. Et quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour justement sensibiliser les habitants? Alors, les principaux freins, ça va être le manque d'informations ou de temps. Beaucoup de gens ne savent pas par où commencer. Ensuite, ça va être le sentiment d'isolement, d'impuissance face à l'ampleur du problème, et une certaine réticence au changement, notamment chez ceux qui perçoivent cela comme une contrainte. Après, on observe une vraie évolution, donc il y a plus de curiosité et d'ouverture, surtout chez les jeunes générations. Le zéro déchet entre dans les écoles, les entreprises et les politiques locales, et les habitudes changent. On voit beaucoup plus de gens venir avec leurs sacs en vrac, leurs gourdes et leurs tote bags, bien que maintenant ça soit un problème, mais ça se développe. Et pourquoi tu dis que c'est un problème, justement? Alors en fait, le tote bag, c'est devenu un objet marketing pour vendre son produit, vendre sa marque, plutôt que de l'utiliser justement pour faire ses courses. Donc on en donne à tout va, et malheureusement, c'est comme tout. Ça devient, en fait, les gens arrivent à détourner le système pour en faire des objets qui vendent et qui rapportent quelque chose derrière. Oui, et puis après, du coup, on retombe dans beaucoup de fabrication, pas de surconsommation, mais comment je dirais, on va aller fabriquer moi, je sais que, pour aller au bout de mon propos, je sais que des tote bags, au départ, j'avais juste ce qu'il fallait. Puis, comme tu dis, on en récupère parce que on nous donne un tote bag avec quelque chose ou une marque ou quoi que ce soit, et on se retrouve avec plein de tote bags comme on se retrouvait avant avec plein de sacs plastiques ou plein de, pas forcément les sacs plastiques, mais aussi, ceux qui sont en plastique, mais aux caisses des supermarchés qu'on pouvait acheter, qui étaient aussi en plastique et tout ça. Donc c'est vrai que on n'est plus du tout, comme tu dis, dans la réduction, puisqu'on se retrouve à nouveau avec. Après, ce qui est bien aussi, c'est de savoir refuser. Et là, ça va être vraiment la démarche zéro déchet, c'est de savoir refuser et dire non. Non, j'en ai pas besoin, et non, je veux faire autrement. Et puis ça permet, refuser, ça permet aussi de justement montrer, comme le consommateur a quand même du pouvoir
en fonction de ce qu'il achète. On a déjà beaucoup entendu parler qu'on parle de consommateur, et le fait de refuser, les marques en produiront moins en tout cas. Et ça, le pouvoir que le consommateur a aussi, on le voit avec l'évolution dans les magasins, par exemple du vrac, ou aussi le fait, bon là c'est autre chose par rapport aux déchets, mais le fait qu'on propose plus de vrac, plus de bio et tout ça, parce que d'année en année, les gens font d'autres choix aussi, quoi. On a aussi, c'est important de rappeler que les personnes ont aussi le pouvoir, quoi. C'est ça. Pour les personnes qui nous écoutent, quelles sont les premières étapes simples pour quelqu'un qui veut réduire ses déchets? Et avant que tu répondes à la question, je tiens à préciser, parce que moi j'avais enregistré justement un épisode sur le zéro déchet sur le podcast, et c'est drôle parce que quand on s'est vu en off pour se rencontrer pour après préparer cet épisode, les conseils que moi j'ai donnés, j'ai trouvé ça intéressant que toi tu amènes le point de vue plus, on va dire, global en termes le point de vue associatif et ce que vous voyez chez les gens, parce que du coup, pour les personnes qui ont déjà écouté l'épisode, je pense qu'ils verront que c'est pas tout à fait les mêmes conseils, et je trouve que c'est intéressant. Donc, je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode aussi si vous l'avez pas encore écouté. Mais quelles sont, toi, les premières étapes simples pour quelqu'un qui veut réduire ses déchets? Alors, pour commencer, ça va être commencer petit, par une gourde, un sac en tissu, donc le tote bag, mais un seul. Voilà. C'est des bouteilles en plastique. Ça va être également faire un audit de sa poubelle, savoir ce qu'on consomme. Pour pouvoir l'éviter, il faut savoir déjà ce qu'on consomme. Et après, dans les magasins, beaucoup achètent des conserves. Et au lieu de consommer la conserve, ça va être de consommer d'abord des bocaux en verre. Parce que le bocaux en verre, c'est 100% recyclé, contrairement à la boîte en conserve. Alors ça, tu vois, j'apprends quelque chose, moi, parce que quand j'ai commencé ma démarche il y a un petit moment maintenant, j'étais persuadée que la conserve, c'était quand même aussi mieux que le plastique, entre guillemets. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Alors, tu sais, en termes d'échelle de déchets, entre guillemets, j'avais en tête carton, métal, verre, de ce qu'il y avait mieux. Alors, je voyais pas trop la conserve, tu vois, comme un... Tout ce qui va être... en fait, tous les déchets, sauf le verre, sont déconseillés. Ce qu'il faut vraiment consommer, c'est le verre avant tout, parce que lui, il est recyclable à l'infini. Une conserve... En fait, la conserve, elle est faite de bimatière, et malheureusement, ça reste compliqué à recycler, et niveau planète, c'est pas foufou. Le plastique, là, on le voit avec les lois qui s'appliquent, on n'en veut plus en France, on n'en veut plus en Europe, donc c'est vraiment que c'est néfaste, et faut l'arrêter et le consommer autrement. Voilà, mais vraiment avant tout, c'est le bocal en verre. Pour commencer, plutôt que d'acheter une conserve d'haricots, mieux acheter une conserve en verre. Et j'ai entendu aussi par rapport au verre, tu vas me dire si je me trompe, je sais pas si t'as entendu l'info, je pense que oui, mais ils veulent remettre en place la consigne du verre. C'est récent, ça. Ça va commencer bientôt, donc ça va être que dans notre région, elle en fait partie, et ça va être surtout dans les grands commerces, donc Leclerc, Carrefour, Auchan. Les bocaux vont être stipulés avec une pastille, indiquée par exemple ce bocal est consigné, et après ça va être d'apporter le bocal consigné à l'accueil du magasin pour recevoir, ça va être des centimes, je pense. Ouais, j'avais entendu parler de quelques centimes, c'était pas forcément des grosses sommes, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix, c'est ça. Après, à voir sur quel article ils vont les mettre. Parce que malheureusement, je pense que ça va être sur des articles qui sont déjà assez chers aux consommateurs. Donc, voir ce qui va se mettre en place. Mais oui, ça va sortir très bientôt. Je pense d'ici fin d'année, on l'aura, même septembre. Mais on en parle beaucoup, là. Oui, parce que j'ai vu qu'on était concernés, nous, en Normandie. En tout cas. Enfin, après, je sais qu'on était j'ai pas retenu les autres. J'ai retenu qu'en Normandie, on était concernés, mais j'ai pas retenu les autres régions ou les autres départements qui étaient concernés. Mais je sais que c'était pas partout, en tout cas pour l'instant, que ça allait se mettre en place. C'est pas mal, je trouve. Ça fait, en fait, on revient sur ce qui était avant. C'est ça, c'est ça. On revient à ce qui se faisait avant. Donc pourquoi on l'a abandonné à un moment pour pouvoir y revenir? C'est toujours les questions, mais ouais. Après, moi, j'aime beaucoup. Après, j'ai déjà beaucoup dit sur le podcast que parfois revenir entre guillemets à certaines choses d'avant qui fonctionnaient très bien, ça fait pas de mal aussi, mais ok.
Quel conseil donnerais-tu à une personne qui se sent dépassée par le changement? Alors, dans un premier temps, c'est d'y aller à son rythme. Chacun ne peut pas être tout faire en même temps, enfin, chaque personne est unique, donc si étape par étape, ça prend 1 an, 2 ans, et ben c'est toujours ça de prix. Et 1 an, 2 ans, bah peut-être que le voisin il va faire ça vite, peut-être que nous on va le faire un pack d'eau par exemple, on va peut-être prendre 1 an, 2 ans, mais à la fin c'est le but, c'est l'arrivée qui compte. Donc y aller à son rythme, rejoindre des groupes locaux ou des pages locales, donc pour avoir des informations, des idées, c'est toujours plus motivant à plusieurs, et pouvoir voir ce que fait le voisin justement, ça peut nous donner des idées à nous. Et rappeler que chaque geste compte justement, surtout s'il est partagé. En fait, quand on se sent seul, faut se dire, non, je suis pas seul, il y a forcément quelqu'un d'autre qui doit le faire, donc faut regarder ce que nous on fait et pas ce que fait l'autre surtout. Ouais, moi j'ai mis du temps, hein. Je sais que il y a des choses, enfin même si ça fait un petit moment que je suis dans la réduction de mes déchets, je teste toujours des nouvelles choses et j'en ai encore tellement à tester et tout ça, mais c'est sûr que comme tu dis, faire les choses pas à pas, enfin c'est pas une course quoi, c'est pas enfin le plus important c'est voilà de mettre des choses en place pour soi déjà aussi, parce que des fois on veut faire parce que on voit que sur les réseaux ou n'importe où tout le monde fait ça et tout ça, et puis bah on abandonne vite et tout ça, parce que enfin moi je suis pas trop c'est pas ce que je véhicule, en tout cas l'effet de mode. C'est plus des choses durables, tu vois, dans le temps, et puis faire les choses pour soi, et puis tout ça, mais oui, comme tu dis, ça prend du temps. Puis il n'y a jamais de mauvaises actions. Peut-être qu'on va le faire mal, mais c'est l'arrivée qui compte. Après, on peut commencer déjà à commencer. Donc, par exemple, quand on va dans une boulangerie, on peut demander son sac, mais parfois on va être dépassé, on va penser à autre chose, malheureusement on va avoir un sac. Mais il faut pas culpabiliser pour ça. C'est pas grave. On a fait d'autres actions qui sont bonnes. Aujourd'hui, malheureusement, bah, on n'y a pas assez. Mais demain, on fera mieux. Oui, et puis on met de la conscience dessus aussi. C'est ça. Sans s'auto-flageller, comme tu dis, ah bah là, je l'ai pas fait une fois, donc, parce que moi, ça m'arrive encore, enfin, des fois, t'oublies les sacs à vrac, t'oublies des choses, et puis tu te retrouves à prendre des sacs craft ou des choses comme ça, enfin, voilà, mais... Et ne pas juger les autres, parce que c'est pas parce que eux ne font pas bien ça que bah malheureusement derrière ils vont pas faire autre chose. On peut les conseiller, leur dire bah pourquoi tu n'as pas fait ça, ou tu aurais pu le faire autrement, mais pas les juger, parce que on va rentrer dans une culpabilité, et justement peut-être que les gens vont se braquer et se dire bah non. Et en fait c'est toute la démarche là qui va s'arrêter, alors que le conseil lui, il va faire nourrir la fleur et qui va fleurir après et ça va donner des idées. Oui, plus s'entraider que venir juger tout ça, venir faire la police du zéro déchet parfait ou des choses comme ça, ouais. Ça, alors, c'est la question que j'aime beaucoup, celle-ci, même si je les aime toutes, mais que dirais-tu à une personne qui pense que ce sont toujours les particuliers qui doivent faire des efforts alors que les entreprises ne sont pas suffisamment mises à contribution? Alors, déjà, les particuliers, ils ont raison de questionner les entreprises et les politiques publiques. Après, faut savoir que dans chaque entreprise, chaque politique publique, en haut de l'entreprise, il y a une seule personne. Et cette seule personne, c'est un particulier avant tout. Donc, pourquoi faire changer la vie des particuliers? C'est parce que demain, on peut tous être entrepreneurs, on peut tous avoir une entreprise, et malheureusement, chez Total, peut-être qu'il y a un CA, mais il y a aussi un PDG qui, lui, peut agir à son propre compte. Donc c'est bien d'aller voir les entreprises et puis leur dire « Ah, bah vous faites pas ça bien », mais derrière, si une personne, et chaque personne peut influencer une autre personne, et si c'est une seule personne pour que toute une entreprise change, et bah c'est un particulier qu'il faut qu'il change. Après, les changements collectifs, ça commence aussi par des choix individuels, qui créent une demande, comme on revenait tout à l'heure sur l'offre et la demande des magasins. Donc ça influence le marché, les changements des normes sociales. Et aussi, faut faire du plaidoyer pour que les lois évoluent. Mais tout ça, les plaidoyers, c'est pareil, c'est des particuliers. Donc malheureusement, le particulier rebat beaucoup la faute sur les entreprises et les politiques. Mais c'est aussi par lui que ça passe. Et pour moi, c'est le plus gros de l'enquête. Puis on voit aussi, justement, à travers des associations comme Zéro Déchet et tout ça, que vous êtes là aussi pour... Après, vous pouvez pas porter non plus tout sur vos épaules, mais on sait que vous êtes là aussi pour pouvoir interpeller
aussi plus les collectivités et tout ça dans votre association. Donc on laisse pas non plus que les particuliers faire les choses. C'est ça. En fait, nous, on accompagne les particuliers à faire leurs actions. Par exemple, le plus gros projet qu'on a sur le plaidoyer, ça va être le projet Eastman à Port-Jérôme. Mais à côté, on va également avoir le bio synergie à côté et tout ça. Donc vraiment, on aide, c'est l'une de nos actions. On va accompagner le particulier, mais l'association, elle n'est pas là également que pour faire du plaidoyer. Elle est là pour accompagner avant tout le particulier pour que lui change à échelle. C'est pour ça qu'on va surtout dans les écoles, parce que les enfants, c'est eux un peu qui engrainent les parents, et qui vont engrainer leurs copains, et puis ainsi de suite. Donc en fait, c'est une petite graine qu'on plante, et qui fleurit au fil des ans, et on le retrouve. Mais malheureusement, ça prend du temps. C'est comme tout, et il faut pas perdre espoir. C'est drôle ce que tu dis par rapport aux écoles, parce que il y a pas longtemps, j'ai mon fils qui a eu une intervenante, justement, qui est venue en classe. J'ai trouvé ça super. Alors je sais pas de quel domaine elle est venue, enfin je sais pas si elle fait partie de déchets de la commune, enfin pas de la commune mais de tout, enfin voilà, je sais pas trop son titre et tout ça, mais il m'a dit il y a une dame qui est venue en classe pour nous faire tout un truc sur les déchets et tout ça. Et il était trop fier parce qu'il avait réussi les petits exercices qu'elle avait donnés et tout ça. Bon après moi mon fils voilà, il est sensibilisé parce que moi je suis sensibilisée à la cause, mais je trouve ça bien. Enfin moi j'ai été vraiment agréablement surprise quand il me l'a dit, et puis lui il était vraiment fier d'avoir les réponses, de connaître tout ça, donc je trouve ça chouette. Après on a rencontré un collège au Havre récemment, et donc pareil, on leur fait un petit jeu de cartes, ils doivent replacer les déchets dans la bonne poubelle et autres. Et vient le moment de dire pourquoi vous le feriez pas à la maison. Et là on se rend compte que il y a pas forcément de poubelle à disposition dans les immeubles, qu'il y a pas forcément les actions mises, des disponibilités pour les déchets. Donc on se dit ah oui, donc en fait là la volonté elle est là, mais il n'y a pas les moyens de le mettre en œuvre. Donc là nous de notre échelle on va regarder comment mettre en œuvre pour que ils puissent le faire, sachant qu'ils veulent le faire. Et on va justement se renseigner auprès de la CU, auprès de la ville du Havre, pour pouvoir mettre en place des conteneurs à disposition et autres. Pour ça, c'est un très gros travail qui prend énormément de temps. Et aujourd'hui, on a besoin de mains, justement, pour chercher tout ça. Et d'ailleurs, je rebondis parce que ça me rappelle ce dont on avait parlé quand on s'était vu sur aussi tout ce qui est un peu déchets particuliers que vous mettez en place des points de collecte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces déchets-là, qui sont un peu plus particuliers, donc, et des actions que... Ça va être les déchets compliqués qu'on collecte, donc tout ce qui va être, par exemple, capsules de bière, mais capsules également de café, tout ce qui va être Senseo, Tassimo, Nespresso et toutes les sous-marques, les brosses à dents, les têtes de brosse à dents, les gourdes pomme-potes, on va également avoir les rasoirs, les collants, qu'est-ce qui me vient en tête, les stylos, les cols. Et tout ça, en fait, on va appeler ça déchets compliqués, soit parce qu'ils sont trop petits pour passer dans les machines du centre de tri, soit parce qu'ils ont plusieurs types de déchets. Par exemple, on prend une capsule de café, elle a plusieurs matières sur elle-même, donc on appelle ça une bimatière ou trimatière. Et par exemple, on va avoir l'emballage en alu et le composant qui est à l'intérieur, donc le café qui reste. Et malheureusement, ça coûte beaucoup trop cher pour une entreprise de le recycler, donc ils fabriquent un produit malheureusement qui coûte beaucoup trop cher à recycler, et malheureusement on va l'incinérer et ça va produire des déchets. Alors que nous on les récupère, on les envoie dans un bon recycleur qui eux permettent justement, qui recyclent, certes ils sont peut-être à perte, mais au moins ils sont recyclés. Et du coup tout ça c'est disponible sur notre site, et on peut retrouver les points de collecte publics justement pour pouvoir déposer les déchets compliqués sur notre site. Ok. Et d'ailleurs j'en profite pour préciser parce que moi-même j'avais une idée préconçue sur ça, mais quand vous avez un groupe local près de chez vous, parfois c'est beaucoup plus étendu les actions que juste la ville principale, parce qu'on en avait parlé nous pour Le Havre, que ça s'étendait un peu plus que juste la ville en elle-même. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, même si vous avez l'impression que votre point local peut être un petit peu trop loin par rapport à chez vous, peut-être que le territoire s'étend beaucoup plus. Même si vous êtes une entreprise ou une personne morale,
On peut créer des points de collecte. Tout ça, c'est gratuit. C'est nous qui prenons à notre charge. Mais par contre, justement, en créant des points de collecte publics, on peut ouvrir le territoire et aller beaucoup plus loin que Le Havre. On peut aller à Fécamp, on peut aller à Kennebarville, on peut aller à Valmont, on peut aller beaucoup plus loin. Et du coup, justement, ça, on est preneur, que les gens viennent d'eux-mêmes, justement, pour la démarche. Et ça nous faciliterait la vie, justement, que de devoir démarcher les gens pour ouvrir des points de collecte publics. Parce que ça aussi, ça prend du temps. Exactement. C'est sûr. Alors après, je pense que on a plus ou moins répondu à cette question-là, mais je te la repose quand même s'il y a des choses à rajouter. Que répondrais-tu à quelqu'un qui se sent seul dans sa démarche, découragé et qui a l'impression que ses actions ne changent rien? Alors déjà, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on est dans un mouvement zéro déchet qui grandit de jour en jour. Il y a de plus en plus par exemple chez Zero Waste, il y a de plus en plus de groupes qui se créent justement pour que ça s'étende un peu plus sur le territoire. Vous pouvez toujours venir à une rencontre, enfin, il y a beaucoup de festivals, de stands. Il y a beaucoup d'acteurs également locaux sur l'environnement, qui sont pas forcément connus, mais sur Fécamp, je sais qu'il y en a déjà. Sur Le Havre, il y en a. Aux alentours, tout ce qui est Gainesville et autres, il y en a. Donc il faut pas hésiter à se renseigner, même en posant une question, par exemple, à une association. Ils peuvent également nous renseigner sur une autre association auquel on n'avait pas pensé. Bien sûr. Donc toujours faire partie d'un mouvement ou d'un groupe pour pouvoir avoir des informations sur ce qui se passe sur le territoire. C'est toujours inspirant et reboostant. Et après, justement, en faisant partie de ces groupes-là, on est ensemble, donc on sait qu'on n'est pas tout seul. On se sent moins isolé. C'est ça. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de parler un petit peu de toi et de ta démarche, parce que j'aime bien apporter un petit touche personnelle à chaque fois dans mes épisodes de podcast. Et je trouvais ça intéressant du coup de parler un petit peu de ton engagement à toi, de ta relation avec, on va dire, le zéro déchet et tout ça. Qu'est-ce qui t'a personnellement amené à t'engager pour le zéro déchet? Alors, pour le zéro déchet en soi, en fait, ça s'est venu au fil du temps. Au début, on avait créé une association avec une amie et on s'est dit justement pour avoir le moindre coût, ça serait bien de faire du recyclage. Et on se rend compte qu'avec du recyclage, on consomme quasiment rien au niveau financier. Et donc c'est venu comme ça, et au fil de nos recherches, je me suis dit, mais en fait c'est génial, on peut faire tellement de choses avec des matières qui existent déjà. Et donc c'est venu comme ça, un peu on a travaillé, on a cherché, et en fait en me renseignant dans les boutiques, je me suis dit, ah mais ça c'est bien, c'est génial ça. Et en fait c'est venu de fil en aiguille. Et l'association, je me suis engagée parce que dans mes recherches, je suivais quelqu'un sur les réseaux sociaux, Laure Thierry. Donc c'était quelqu'un qui était déjà dans l'association quand moi je suis arrivée. Et à ce moment-là, il faisait un appel à bénévoles et je me suis dit, bah c'est le moment, pourquoi pas. Et je suis arrivée dans l'association comme ça. Et peux-tu nous donner des exemples de ce que tu fais dans ton quotidien pour toi réduire tes déchets? Alors dans mon quotidien, donc je vais y aller en boutique en vrac. Pas forcément tous les jours, parce que malheureusement, dans le coin, il n'y en a pas forcément. Mais je fais en sorte, déjà tous les produits ménagers, je ne consomme plus que du vrac, ou je fais en sorte de fabriquer mes produits ménagers. Donc ça, c'est ce qui est le plus facile pour moi à mettre en œuvre. Ensuite, ça va être d'utiliser des produits qui sont là tous les jours. Donc par exemple, je sais qu'une bouteille en verre, bah, je peux l'utiliser par exemple pour aller au travail, je vais boire avec l'eau du robinet, plutôt que d'utiliser une bouteille en plastique. Quand je vais en boulangerie, je demande sans sac. En fait, ça devient un automatisme. Je veux une baguette sans sac, s'il vous plaît. Donc, parfois, ils sont un peu perdus. Ils se disent sans sac. Ok, sans sac. Tellement eux, ils ont aussi l'habitude parce qu'en fait, c'est un automatisme. Voilà, c'est ça. Baguette, sac, et puis hop. De déconstruire l'automatisme qu'ils ont. Après, ça va être de consommer de seconde main. Moi, je n'utilise quasiment plus je passe en fait mon temps chez Emmaüs, au grenier. J'adore ça en fait, aller dans les vides-greniers, chercher justement, découvrir des objets d'autrefois par exemple, ou trouver des objets, je me dis ah mais c'est magnifique ça, pourquoi ils en font pas par exemple dans les magasins aujourd'hui ou autre. Et en fait ça va être c'est une nouvelle consommation, c'est vivre autrement, mais vivre avec notre temps et justement pouvoir utiliser par exemple en vide-grenier, on va acheter des choses à des gens, eux vont gagner de l'argent, nous ça va nous faire notre plaisir et on va consommer autrement. Et en fait, ça s'appelle la seconde main et c'est quelque chose de super. Et une question qui me vient aussi, que j'avais pas pensé. Est-ce qu'il y a des choses que pour l'instant, comment je pourrais dire ça?
que t'as pas encore sauté le pas dans ta démarche, des choses qui sont peut-être plus compliquées pour toi à mettre en place ou des choses que tu te sens pas prête à mettre en place. Je te donne un exemple par rapport à moi. J'ai récupéré, alors c'est un exemple qui me vient comme ça, hein. C'est le premier qui me vient, il y en a sûrement d'autres, mais je sais que avec le décès de mes grands-parents l'année dernière, j'ai récupéré beaucoup de mouchoirs en tissu. Je les ai, ils sont là, mais pour l'instant j'arrive pas, tu vois, à sauter l'étape, alors que c'est drôle parce que quand j'étais petite et que j'allais chez mes grands-parents, quand on se mouchait avec des mouchoirs en tissu. Donc tu vois, c'est pareil, c'est des automatismes qu'on a perdus et puis qu'on peut récupérer. Et est-ce que, donc ça c'était pour l'exemple pour ma part, mais est-ce que toi t'as des choses que pour l'instant, pour une raison ou pour une autre, tu te sens pas prête ou qui te paraissent plus compliquées à mettre en place, ou est-ce que t'as des exemples comme ça qui te viennent? Alors après, pour moi, je peux mettre énormément de choses en place. C'est juste que, par exemple, manque de temps, manque d'argent aussi. Parfois, ça nous arrive. Par exemple, j'adorerais acheter des sopalins lavables. Mais en fait, il faut commander soit sur internet, soit aller en boutique en vrac. Donc, moi, en boutique en vrac, j'y vais pas souvent. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faudrait que je me dise, je l'achète. Et ça va être le déclic de me dire, il faut que j'achète. Parce que, franchement, parfois, quand je suis devant un objet, je me dis, est-ce que j'en ai besoin? En fait, je réfléchis tellement maintenant que, quand je suis devant, je me dis, c'est pas le moment. Après, on est un peu tous pareils, hein, parce que des fois, on a des choses comme ça, comme tu dis, qu'on y pense pendant longtemps. Et puis un jour, paf, on va avoir le déclic et puis on va mettre en place et puis ça va aller tout seul et tout. Moi, le sopalin, ça a été une grande histoire dans ma vie parce que le jour où j'ai décidé, il y a longtemps, c'était une des premières choses que j'ai faites. Le jour où j'ai décidé ça, c'était ce qui a été le plus compliqué, c'était de faire comprendre à mon entourage que chez moi il y a plus de sopalin, parce que moi je l'ai très bien vécu, c'est-à-dire que j'avais en fait, le sopalin, il a été remplacé chez moi par des serviettes en tissu déjà quand on est à table. Pareil, une fois que j'ai décidé d'acheter les serviettes en tissu, c'était fait. Et puis quand on s'en sert, quand on a l'usage, tu vois, de genre, je sais pas, on a quelque chose qui coule ou à essuyer, enfin voilà, les usages qu'on peut faire du sopalin. J'ai pris un microfibre ou j'avais des petites sortes de carrés éponges, enfin voilà. Mais ce qui a été le plus compliqué avec le sopalin, c'est d'expliquer à mon entourage quand il venait que par exemple je mettais des serviettes en tissu sur la table et on me répondait, on me disait non mais t'embêtes pas avec les serviettes, t'as pas du sopalin. Je dis non, j'ai pas de sopalin et je m'embête pas et de toute façon ça va aller avec ma machine, enfin voilà, il y a pas de souci et tout. Et au départ j'étais un peu, l'entourage parfois ça peut un petit peu déstabiliser, tu vois. Donc au départ j'étais là avec mes serviettes en tissu, j'étais un peu et tout, mais j'ai pas lâché. Je me suis dit non, chez moi c'est des serviettes en tissu. Après je juge pas. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, quand j'allais chez les gens, j'étais pas en train de faire la morale en disant tu utilises du sopalin ou quoi que ce soit. Moi je montrais l'exemple, mais voilà, sans imposer. Mais ça a été une longue histoire. Le sopalin, ça a longtemps. Maintenant les gens ils s'y sont faits, ils savent que quand ils viennent à la maison, c'est des serviettes en tissu. Mais c'était plus l'entourage qui était un peu perplexe parce que je pense que ça leur sort aussi de leurs habitudes et tout ça, et enfin de ce que eux ils ont l'habitude même chez eux et tout ça, et que du coup ça vient les interroger aussi sur leur propre consommation, je pense, même s'ils vont pas venir l'exprimer et tout ça, mais c'est drôle, l'histoire du sopalin, c'est très drôle. Nous on a la même chose, mais avec l'éponge et le savon pour les mains. En gros, j'ai pas d'éponge. Et à chaque fois que les gens viennent, elle est où ton éponge? Donc je leur explique, c'est ça, c'est soit un tawashi, soit une lavette, soit autre. Donc les gens, ils ont beaucoup de mal à dire, t'as pas d'éponge. Et pareil, mon savon, en fait, comme à l'école avant, c'est un savon accroché au mur. Ah! Et qu'on prend dans les mains et qu'on frotte. Mais en fait, les gens, ils se souviennent pas de ce que c'est, en fait, un savon. Et du coup, l'anecdote, elle revient à chaque fois. C'est le savon qu'on avait à l'école. Vraiment, c'est rigolo, ça fait remémorer les gens, les choses aux gens et autres. Donc, en fait, c'est vraiment ça. On vient ce qui se passait avant. Mais beaucoup. Enfin, moi, j'y crois vraiment. Ouais, j'y crois vraiment. Et tu vois, ce qui m'interpelle le plus, c'est que moi, mes grands-parents, qui du coup ont connu cette époque où c'était moins compliqué, enfin où il y avait moins à se prendre la tête sur quel produit on va acheter, quel truc et tout ça. Mais en fait, ils se sont retrouvés emportés par
tout ça, toute cette société, tous ces nouveaux besoins qu'on a créés à tout le monde et tout ça. Et chez eux, par exemple, voilà, il y avait des serviettes en papier, il y avait du sopalin, il y avait des éponges classiques, il y avait du liquide, enfin du savon classique et tout ça, de ce qu'il y a aujourd'hui pour nous, alors qu'eux, ils ont connu. Bon, il y a au moins les mouchoirs qui avaient survécu, mais c'est drôle de voir que même des générations qui ont connu justement des choses plus simples et un peu plus respectueuses de l'environnement, se sont laissés emporter par tout ce qui est proposé, quoi. Par exemple, ma grand-mère, elle ne consomme plus que des bouteilles en plastique. Bon, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'utilises pas une carafe ou de l'eau du robinet? Elle m'a dit, l'eau du robinet ne désaltère pas. Ah. D'accord. Bon, mais c'est. Alors qu'avant, ils utilisaient très bien l'eau du robinet, l'eau du puits ou des choses comme ça. Donc, oui, ils se sont. En fait, leur comportement a changé avec la société. Malheureusement, pour maintenant, il faut tout déconstruire pour pouvoir changer l'idée qu'ils ont. C'est tout un combat, malheureusement. Et moi aussi, je suis team Tawashi. J'en ai même fait plein moi-même. Je sais pas si toi tu les as fait toi-même, mais moi j'en ai fait plein moi-même avec des vieilles paires de chaussettes. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'en mettrai aussi dans la description, mais il y a des tutos très simples avec une planche et des clous sur YouTube et compagnie là. Et j'en ai distribué plein à ma famille. Mais juste comme ça. Après, je me suis dit, ils les utilisent pas. Mais ça leur a fait plaisir. Après, est-ce qu'ils les utilisent ou pas, ça, je t'avoue, j'ai pas été vérifiée et tout, mais non, nous, il y a plus d'éponge non plus à la maison. Y a-t-il une action que tu aimerais voir adoptée par tous en priorité? Refuser les objets à usage unique. Tout ce qui va être flyer, stylo, goodies, tout ce qui sert à rien. Ouais, et qui remplissent les poubelles. Qui remplissent les poubelles, qui traînent chez soi et qu'au final, c'est juste pour vendre sa marque ou autre. Non. Non, je n'en veux pas. Non, je n'en ai pas besoin. Donc là, il y a tout ce qui va être sac en plastique, les gobelets, les tote bags. Un seul, ça suffit largement. Il suffit de choisir le plus beau dans son placard et après, stop. Vraiment dire non. Et après, se demander, quand on est devant un objet ou devant autre chose, est-ce que j'en ai besoin? Et à partir de cette question, on se rend compte qu'on peut faire énormément d'économies et énormément de place chez soi. De toute façon, refuser, c'est si je me trompe pas, parce que j'en ai parlé en plus dans l'épisode, je suis très mauvaise élève, mais refuser, c'est le premier des 5 R. Oui. Il me semble. Pour moi, oui, c'est ça. Et de toute façon, pour les personnes à qui ça intéresse, les 5 R, j'en ai parlé en long, en large et en travers sur l'épisode que j'ai publié sur le zéro déchet, justement, en avril ou en mars dernier, je ne sais déjà plus tellement, le temps passe vite, mais c'est la base en fait. Refuser, c'est déjà la base avant de faire les autres R restants, on va dire ça comme ça. Ça va être refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre tout ce que l'on fait. Voilà, donc c'est bien ça, c'est bien refuser le R à la source. C'est ça. Comment on peut soutenir l'association ou rejoindre l'association si jamais on a envie, parce que je me souviens que ce qui vous manque, c'est des personnes. C'est ça, des petites mains. Des petites mains. Alors, on est toujours à la recherche de bénévoles, même ponctuels. Donc, pour ça, surtout sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, faut juste nous envoyer un petit message ou un mail. Après, sur notre site internet, mais je crois que je l'ai pas encore mis à jour, faut que je le fasse, le lien pour adhérer, parce que on a toujours besoin d'argent pour les actions, pour pouvoir justement développer des choses locales ou non. En parler autour de vous, partager nos actions, partager nos gestes, partager nos tutos, et voilà. Donc un don, des adhésions, ou même un partage, ça peut faire la différence. Et puis parler, comme on disait tout à l'heure, auprès des commerçants, pour si jamais on... Parce que c'est vrai que si jamais on va chez un commerçant et puis que, comme tu disais, il y a cette histoire de vignette, qu'on peut aussi sensibiliser son commerçant, parce que peut-être que le commerçant, voilà, il est comme tout le monde, il pense pas à tout, et peut-être que il connaît pas, et que il y a moyen et tout ça, donc c'est important de le rappeler. Et du coup, ce que je ferais, c'est que je mettrais tous les liens dont tu viens de parler, les réseaux sociaux, le site internet, etc. On mettra tout ça dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter, qu'on aurait oublié, qui te semblent important de dire ou pas? Où on a quand même fait un petit tour un petit peu de tout. Ne pas perdre espoir.
Surtout, faites, ne vous laissez pas berner par les autres. Faites ce que vous sentez, vous, être une bonne action. Si vous avez des doutes, vous pouvez nous poser la question. Il n'y aura aucun jugement. On peut vous renseigner sur tout ce qui vous poserait problème. Et n'hésitez pas. Enfin, nous, on est disponible pour ça, justement. Donc, voilà. Impeccable. Merci beaucoup encore Morgane d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast. En plus, tu es la première personne à venir parce que la seule et unique personne à venir, c'était mon mari, mais ça compte pas. Et moi, je suis contente que tu sois venue. Et en plus, j'en profite pour préciser que j'ai l'intention de... En fait, tu lances pour moi les interviews sur le podcast aussi parce que j'en avais un petit peu marre d'être toute seule à propager mes messages. Donc, c'est toi qui inaugure, en tout cas, les interviews sur le podcast. Donc, j'en suis très contente. Je suis honorée. Voilà. Et puis, merci encore à toi. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite, en espérant que vous arrivez à avoir des bénévoles, à continuer, j'en doute pas, à poursuivre vos actions et tout ça. Voilà. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli et bonne continuation à toi aussi. Merci.